Bonjour professeur Truchetet, bonjour Marie-Élise. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la filière IFI2R et merci beaucoup d'avoir accepté d'inaugurer une nouvelle rubrique, la rubrique Science Info. Nous allons mettre en valeur toutes les équipes françaises qui publient des travaux de recherche, basiques ou translationnels. Et donc, vous êtes la première invitée par la filière pour présenter votre travail récemment publié dans les Annals of Rheumatic Disease. Donc, en quelques minutes, je vous demande de présenter à tous les membres de la filière votre travail et on en discutera ensuite quelques minutes ensemble. Bonjour Eric, merci beaucoup pour cette invitation par la filière. C'est vraiment très important, je pense, de pouvoir parler de ces travaux qui sont certes un peu moins pratiques, mais qui pourront peut-être un jour le devenir, puisque les choses se bâtissent petit à petit. Et nous, dans ce travail effectivement qu'on a publié récemment, on a parlé de fibrose, plus particulièrement dans la sclérodermie systémique, au travers de cellules de l'immunité innée récemment découvertes que sont les ILC2. Donc les cellules, les ILC2, donc les innate lymphoid cells, que sont-elles? Ce sont des cellules qui ont en fait un profil qui ressemble énormément donc aux lymphocytes T, qui ont été longtemps confondus avec ces lymphocytes, sauf que ce sont bien des cellules de l'immunité innée, dans le sens où elles n'ont pas de TCR. Elles sont extrêmement localisées au niveau des barrières de l'organisme, assez peu circulantes finalement, et elles gèrent beaucoup les interactions avec différents micro-organismes. On a découvert ces dernières années qu'elles étaient vraiment organisées en ILC1, ILC2 et ILC3, un petit peu en miroir de ce qu'on connaissait des lymphocytes T helper. Et nous, on s'est plus particulièrement intéressé aux ILC2 pour deux raisons en fait. Tout d'abord parce que ces ILC de type 2 sont générés sous l'impulsion, entre autres, d'une cytokine qui s'appelle TSLP. Et dans un papier précédent, on avait montré que TSLP était fortement exprimé dans la sclérodermie systémique. Donc ça nous intéressait bien de regarder ce qui se passait pour ces ILC2. Et puis, et surtout, parce que ces ILC2 sont d'énormes pourvoyeuses d'une cytokine pro-fibrotique qui est l'interleukine 13. C'est-à-dire que les ILC2 produisent vraiment des quantités énormes d'interleukine 13. Alors dans les derniers papiers, juste avant qu'on commence, au début même du début de ce travail, pas mal de publications sont sorties sur ces cellules et qui ont montré notamment que les ILC de type 2 pouvaient exister sous plusieurs formes, au moins deux. C'est encore une recherche très active, mais au moins deux. Les ILC2 naturels, les ILC2 inflammatoires. Les ILC2 inflammatoires, dites inflammatoires, parce qu'elles auraient une production mixte de cytokines avec quelque chose qui pourrait tendre un petit peu vers les ILC3 avec une production d'interleukine 17. Et ces cellules ont comme particularité d'exprimer un marqueur qui s'appelle KLRG1. Voilà, peu importe pour l'instant. Nous, on s'est posé donc la question très tôt, dans le triptyque qui sous-tend finalement les mécanismes de la physiopathologie de la sclérodermie, si les ILC2 au sein de la partie immunologique pouvaient finalement jouer un rôle dans la génération de la fibrose. Alors, dans ce travail, on a montré dans un premier temps que ces ILC2 étaient effectivement présentes dans le sang circulant. Donc c'est toute une stratégie un peu compliquée de gating, c'est très intéressant. C'est des cellules qui sont définies finalement négativement initialement, puisque ce sont des cellules qui sont ni CD3, ni CD19, enfin c'est ce qu'on appelle finalement des cellules lineage négatives, puisqu'elles n'ont pas les marqueurs habituels de lymphocytes des autres cellules sanguines. Et puis, une fois qu'on a déterminé où étaient placés les ILC, eh bien, les ILC2 sont celles qui sont CRTH2 positives. Donc, on a identifié effectivement dans la figure qu'on voit au milieu en haut que les cellules étaient présentes dans le sang, les ILC2 étaient présentes dans le sang, mais on voit sur cette figure, et c'est la partie en blanche dans les cercles, que ce sont surtout les ILC1 de type 1 qui sont présentes dans la zone périphérique.
Ça s'inverse en fait dans la peau, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Nous, on allait étudier principalement la peau, un des organes cibles de la sclérodermie. Et dans la peau, les ILC2, au contraire, sont surreprésentés par rapport aux autres ILC, et principalement, et encore plus, pardon, chez les patients sclérodermiques. Alors ça, c'est sur des marquages qui étaient sur extraction cellulaire à partir de petits morceaux de peau. On a voulu voir vraiment ex vivo où étaient situées ces cellules. Donc c'est les marquages qui sont montrés en bas à gauche donc, de la diapositive. Et on a effectivement pu mettre au point ce marquage. C'était un peu compliqué histologiquement, puisque avec l'encombrement stérique des anticorps, le lineage, c'est pas très facile à faire. Et puis, donc, on a ces infiltrats, finalement, on a observé ces infiltrats d'ILC, donc d'ILC2, pardon, au sein de la peau, surtout au sein de la peau des patients sclérodermiques, donc avec une surreprésentation, encore une fois. Et cette surreprésentation, une fois qu'on a corrélé ça avec le score de Ronan, on a pu montrer donc, que ces ILC2 étaient principalement augmentés dans la peau fibrotique. Alors une fois qu'on a déterminé ce fait, on a voulu savoir si c'était finalement des ILC2 particulières. Est-ce qu'il y avait une différence en plus d'une différence de nombre? Est-ce qu'il y avait une différence phénotypique dans les ILC2 de patients ou de sujets sains? Et la seule différence, on a testé tout un tas de marqueurs, depuis le HLA-DR, des différents récepteurs de chimiokines, etc. Et la seule différence qu'on a pu vraiment mettre en évidence, c'est sur ce fameux KLRG1. Donc on a montré finalement que chez les patients sclérodermiques, on avait affaire principalement à des ILC2 de type naturel et non pas de type inflammatoire. In vitro, on a voulu essayer de chercher ce qui pouvait entraîner ce switch entre ILC2 naturel et ILC2 inflammatoire. Ça n'avait pas encore été démontré dans la littérature scientifique. Et on a utilisé pour ça différentes cytokines qui sont réputées pour générer les ILC2 ou qui sont impliquées dans la sclérodermie systémique. Finalement, on a obtenu des résultats uniquement avec le TGF-bêta qui vraiment fait chuter l'expression du KLRG1 à la surface des ILC2. Ça avait déjà été un petit peu décrit sur d'autres cellules, notamment les CD8, et donc c'est un parallèle relativement, qui nous a beaucoup intéressés. On a voulu voir si ces cellules, en plus d'avoir cette expression phénotypique, avaient des particularités différentes, et notamment au niveau du profil cytokinique d'expression. Et on s'attendait assez fortement, finalement, dans la lignée fibrotique, à avoir des cellules qui produisaient encore plus d'IL-13. Et puis finalement, elles produisent beaucoup d'IL-13, mais de la même manière, les ILC2 inflammatoires et de la même manière les ILC2 naturels. C'est ce qu'on voit sur la figure en haut à droite. En revanche, surprise, la seule grosse différence, on a testé pas mal de cytokines, encore une fois, pas d'autres différences pour les autres cytokines, mais la seule différence, c'est une expression franchement diminuée, une sécrétion franchement diminuée d'interleukine 10 par ces ILC2 naturels. Donc des ILC2 qui tout à coup se mettent donc à ne plus exprimer le KLRG1, qui se mettent à diminuer leur sécrétion d'IL10, quel pouvait être finalement leur impact sur les fibroblastes. On a pris les surnageants de ces ILC2 et on a incubé des fibroblastes avec ces surnageants. Alors, on a observé un effet clairement profibrotique, avec le rapport collagène sur MMP1, des ILC2 qui avaient été stimulés avec le TGF-bêta. Bien sûr, on avait fait des contrôles, on avait éliminé un rôle direct du TGF-bêta. Et puis, on a voulu savoir quel pouvait être le rôle de cette fameuse interleukine 10 dans tout ça. Donc ça, c'est les figures en bas à droite de cette diapositive. Et si on regarde sur la figure vraiment tout à droite, on observe donc tout d'abord effectivement la production de collagène, l'expression du collagène avec les surnageants de cellules d'ILC2 non stimulés. Bon. Ensuite, la production de collagène avec ces mêmes surnageants de cellules non stimulées, si on bloque artificiellement avec un anticorps l'action de l'interleukine 10, et là tout à coup on voit un effet, on va dire profibrotique si on simplifie, direct. Et puis ensuite on a pris ces surnageants d'ILC2 stimulés par le TGF-bêta,
Et là, encore une fois, l'effet profibrotique qu'on avait vu, peut-être même un peu moins important que si on s'attaque directement à l'interleukine 10. Et à ce surnageant d'ILC2 stimulé par le TGF-bêta, on a restauré finalement l'effet de l'interleukine 10 en ajoutant de l'interleukine 10, et là, chute de l'effet profibrotique. Donc on s'est dit effectivement, ces cellules, ces ILC2 naturelles qui prédominent chez les sclérodermiques, ont effectivement un effet profibrotique, et puis manifestement, leur défaut de sécrétion d'interleukine 10 a un rôle dans cet effet profibrotique. À partir de là, on a voulu essayer de voir, finalement, de compléter notre démonstration en regardant ce qui se passait in vivo. Et in vivo, actuellement, c'est un petit peu, ça va probablement changer dans les années qui viennent, mais pour l'instant, in vivo, c'est quand même beaucoup chez la souris. Et il y a plusieurs stratégies. Quand on passe chez la souris, on peut essayer plein de modèles murins, on peut essayer juste celui qu'on a, ou voilà, pour essayer de faire notre démonstration. Après discussion avec certains spécialistes, on a décidé d'avoir une stratégie qui nous paraissait à nous être la plus intelligente, c'est-à-dire d'essayer de, finalement, on a une observation chez l'homme qui est relativement linéaire. On veut montrer un effet thérapeutique chez la souris. Pour pouvoir montrer l'effet thérapeutique chez la souris, il faut pouvoir avoir un modèle, peut-être qui ne reproduit pas complètement la pathologie, la sclérodermie, mais qui reproduit en tout cas ce qu'on a observé, nous, dans notre démonstration chez l'homme. On a essayé plusieurs modèles, dont le modèle murin, donc HOCL, qu'on voit ici sur cette diapositive, la diapositive modulation chez la souris et effet antifibrotique. On voit qu'effectivement, après 42 jours d'injection d'HOCL, on a un effet profibrotique donc dans la peau de la souris. Et on a, après avoir fait les prélèvements, montré qu'effectivement, on observe chez les souris HOCL une augmentation majeure de l'infiltrat en ILC2, comme on l'avait observé chez l'homme, chez les patients sclérodermiques. On observe également, si on continue donc la lecture de la figure, une diminution chez ces ILC2 de l'expression de KLRG1, donc à nouveau cette présence d'ILC2 probablement donc, de type naturel. On a donc cette chute d'ILC2 KLRG1 positive qui est encore une fois chez ces souris HOCL corrélée, on va dire, à la fibrose qu'on a déterminée chez ces souris en évaluant donc, le contenu en collagène des prélèvements cutanés. Donc on avait finalement un modèle qui reproduisait bien l'observation en fait chez l'homme, et donc c'est dans ce modèle-là qu'on a tenté une action thérapeutique, et on a essayé donc de faire une stratégie combinatoire. Alors ça sera le message, on va dire, le plus pratique de cet article, qui est vraiment, jusqu'à présent on échoue pas mal dans la sclérodermie, dans le traitement de la sclérodermie, en tout cas sur la partie fibrotique. Et on s'attaque de plus en plus à finalement une combinaison de traitements qui semble relativement séduisante. Et c'est ce qu'on a voulu faire ici, finalement en combinant à la fois, et ça c'est donc basé là sur des mécanismes physiopathologiques, en combinant un effet antifibrotique avec la pyrphénidone qui va avoir un rôle notamment, alors certes c'est pas pur, mais un rôle notamment sur l'action du TGF-bêta, avec une restauration de l'interleukine 10. Donc c'est ce qu'on a fait dans ce modèle murin. On voit dès la partie histologique que simplement la pyrphénidone ne permet pas en fait de restaurer une peau normale chez les souris, alors que l'association des deux va nous permettre finalement de retrouver voyez, des papilles dermiques, une graisse sous-cutanée, un derme avec une épaisseur acceptable. Et pour aller un petit peu plus loin, on a effectivement, et seulement quand on associe les deux traitements, une restauration d'un taux d'ILC2 comme on l'avait chez la souris, pratiquement à l'équivalence de chez la souris non HOCL, et puis également donc à nouveau des ILC2 quand elles sont présentes qui sont KLRG1 positives, donc plutôt de type inflammatoire versus les ILC2 très naturels qu'on avait pu voir chez les sclérodermiques ou chez les souris HOCL.
Donc sur la dernière diapositive de résumé, on a ici établi un modèle dans lequel les ILC2 pourraient jouer un rôle, alors ne jouent pas un rôle à elles toutes seules, mais pourraient au sein d'un complexe donc, de génération de fibrose, seraient présentes sur un mode plutôt inflammatoire en phase initiale de la sclérodermie. La présence de TGF-bêta dans la sclérodermie pourrait favoriser donc un switch des ILC2 inflammatoires vers des ILC2 naturels. Ces ILC2 donc dans un contexte où de toute façon elles continuent à produire de l'interleukine 13, hein, donc ça c'est très important bien sûr, on ne néglige pas cet effet, produisent également moins d'interleukine 10 et l'ensemble de ces facteurs, hein, je crois qu'il ne faut pas considérer les choses une par une, c'est vraiment un ensemble de facteurs, va favoriser la génération de fibrose, l'augmentation de production de collagène par les fibroblastes. Et on est en train d'étudier les voies par lesquelles peuvent passer tous ces mécanismes. On a montré notamment, mais ça c'est des perspectives parce que c'est en cours d'exploration, que la voie des leucotriènes C4, notamment la leucotriène C4 synthase, pouvait être impliquée finalement dans tous ces mécanismes. Donc là, c'était vraiment une petite overview rapide. Si vous voulez aller voir un peu plus loin dans le papier, donc je vous invite à lire la publication donc, de juillet 2021 dans Annals of Rheumatic Disease. Merci à tous et puis merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Eh bien, merci Marie-Élise pour ce très très beau travail translationnel qui amène quelques questions. Alors j'aime beaucoup les travaux translationnels qui partent de la cellule et qui vont jusqu'à des horizons thérapeutiques, et c'est ça qui est passionnant finalement dans la recherche translationnelle. Alors j'ai bien compris qu'au départ il pourrait y avoir des ILC2 inflammatoires qui deviennent naturels parce qu'ils perdent KLRG1. Dans le travail que tu as fait, est-ce que tu as trouvé des modifications au niveau de la peau en fonction du phénotype de la sclérodermie, les formes diffuses, les formes limitées, et en fonction du caractère récent ou plus ancien? On pourrait se dire peut-être que dans les 3 premières années, on a une composante plutôt inflammatoire, ou c'est l'inverse, ou est-ce que tu as des données là-dessus? Oui, alors on a 2 types de données. On a d'abord effectivement on a plus d'ILC2 naturels dans les formes diffuses que dans les formes limitées. Après, pour la temporalité, dans les peaux qu'on a pu analyser, on n'a pas pu vraiment, on avait une tendance, mais on n'a pas pu démontrer de façon formelle qu'il y avait finalement cette gradation. Il nous aurait fallu encore plus de peau et puis un échantillonnage plus large probablement sur la temporalité de la maladie. En revanche, on avait des données qui sont également très intéressantes chez la souris. C'est l'intérêt du modèle HOCL. C'est ce qui avait été démontré par Frédéric Batteux, c'est que, l'équipe de Frédéric Batteux, c'est que il y a vraiment d'abord une phase inflammatoire, puis une phase fibrotique. Donc il y a une analyse intermédiaire qui est au jour à peu près 21, qu'ils font eux en routine et qu'on a fait également, et qui montre en fait dans un premier temps une augmentation de l'infiltrat d'ILC2 et au départ sans chute de KLRG1. Donc elles sont au départ de type plutôt inflammatoire et elles deviennent plutôt naturelles dans un second temps. C'est ça vraiment qui nous a entraîné sur la piste de la temporalité qu'on trouve relativement séduisante. Je pense que cette temporalité est vraiment importante à prendre en compte quand on traite les patients, on en parle souvent. C'est complètement différent de traiter un patient dans la première année d'évolution ou 10 ans après. Et donc probablement qu'on se heurte à ce type de cellules beaucoup plus fixées chez des patients qui ont déjà évolué depuis plusieurs années. Et ça serait donc intéressant dans ces cas-là de pouvoir envisager un switch dans l'autre sens. Alors le problème, c'est que nous, pour l'instant, on va continuer les travaux, hein, mais pour l'instant, on arrive relativement facilement, un peu comme dans la nature, à obtenir des ILC2 naturels à partir d'ILC2 inflammatoires. On n'a pas encore trouvé la molécule qui permettait de revenir en arrière, mais voilà, ça va être très intéressant d'essayer finalement de débloquer cette situation. Alors la proposition du schéma thérapeutique combinaison IL-10 et pyrphénidone est extrêmement intéressante, la démonstration est assez convaincante. Elle est assez convaincante sur la peau. Il y a un modèle sur le poumon?
Alors ça, c'est les travaux qui sont en cours. C'est des choses que nous ont beaucoup demandé les reviewers. Pour l'instant, sur le modèle HOCL qu'on a pu réaliser, on n'avait probablement pas fait les choses... Enfin, en tout cas, nous, dans nos mains, le modèle HOCL n'avait pas d'atteinte pulmonaire qui nous permet de tirer les conclusions qu'on souhaitait. Donc là, il faut qu'on refasse toute la démonstration sur le plan pulmonaire, effectivement. Parce que tu as tout à fait raison. Il y a deux aspects qui vont être intéressants dans les perspectives. C'est d'élargir, parce qu'évidemment, même si la peau est un organe cible, on sait bien que ce n'est pas l'organe principal qui va nous intéresser sur le devenir des patients. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être, en tout cas, révélateur. On sait quand même, enfin, on a des indices pour dire que la fibrose cutanée et la fibrose pulmonaire, pas forcément les mêmes mécanismes. Donc, on n'est pas sûr que ça marche de la même manière. Hein, donc, c'est pour ça que je ne me mouille pas trop. Les ILC2 sont très présentes au niveau de la peau, peut-être beaucoup moins présentes au niveau du poumon. On va plutôt avoir tendance à trouver des ILC3. Donc, il faudra peut-être changer un petit peu de façon de voir les choses. Et puis, l'autre question qui nous avait été pas mal posée pour les applications directes, c'est pourquoi ne pas avoir fait les modèles avec le nintédanib qu'on utilise plus volontiers dans la sclérodermie actuellement. Tout simplement parce qu'au départ, quand le début de ces travaux ont été réalisés, on n'avait pas encore toutes les données là qu'on a sur le nintédanib. Donc on était plutôt parti sur la pyrphénidone qui était plus facile pour nous à obtenir. Donc voilà, ça sera des choses à redémontrer. Et dernière question pour casser cette cascade finalement délétère. Tu penses qu'il faut cibler le TGF-bêta, il faut bloquer l'IL-13, il faut plutôt aller vers cette combinaison d'un antifibrotique et l'IL-10? Quel serait ton choix si tu devais lancer un essai thérapeutique de phase 1, 1, 2? Alors moi j'étais très surprise par le peu d'effets finalement de blocage du TGF-bêta seul. Alors peut-être qu'on n'a pas un blocage assez pur et assez fort avec la pyrphénidone, mais on a vraiment l'effet, en tout cas chez la souris, l'effet combinatoire est vraiment énorme par rapport au blocage du TGF-bêta seul. Donc je crains que la fibrose dans le modèle sclérodermique soit trop complexe pour un blocage TGF-bêta seul. L'IL-13, c'est extrêmement séduisant, mais manifestement, l'IL-13 joue son rôle, encore une fois, dans un contexte cytokinique. Et c'est pas elle toute seule qui va entraîner finalement l'action. Donc moi, vraiment, je suis très en faveur des combinaisons de traitements, que ce soit blocage TGF-bêta et IL-10, ou que ce soit blocage IL-13 et IL-10. Les deux, à mon avis, sont intéressants. C'est une autre piste qu'on aurait voulu poursuivre également si on avait pu avoir la façon simple, on va dire, de bloquer l'interleukine 13, qu'on va pouvoir avoir là maintenant, mais c'est quelque chose qui me semble, à mon avis, très très intéressant, parce que la balance, depuis l'ILC2 en elle-même, le TGF-bêta, il est plus, on va dire, environnemental. La balance vraiment ILC2, c'est IL-13, IL-10, ça paraît maintenant assez clair. Bon, ben écoute, merci beaucoup Marie-Lise pour cette très belle démonstration. Merci beaucoup aussi d'avoir inauguré cette nouvelle rubrique et on est très impatients de voir la suite. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.